Tous les jours, j'ai des insultes. Il faut accepter que quand on avance, on dérange. C'est aussi simple que ça. C'est très important d'avancer avec une vision très forte de ce que l'on veut. Pendant 2 années, j'ai gagné 500 € par mois. Combien de fois en 24 années de parcours, tu as pensé à abandonner? Il faut se confronter à la réalité de la vie pour pouvoir progresser. Il n'y a rien de mieux de toute façon. Un des ingrédients de la réussite, c'est l'échec, c'est bien ça? Absolument. Cédric, déjà, en préambule de cette interview, est-ce que tu sais comment je l'ai nommé cette interview? Est-ce que tu as des bruits de couloir? Est-ce que tu as eu des fuites qui t'ont donné le titre de cette interview? Je dirais sport, je sais pas, dans le cerveau, quelque chose comme ça, non? Oui, en fait, je me suis dit, c'est ça, non, mais naturellement, tu n'es pas loin. Cédric, on se connaît depuis longtemps. Je ne vais pas te représenter, mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, je mettrai une présentation de toi juste en dessous de la vidéo. Comme ça, ils pourront lire le copieux parcours, le généreux homme que tu es, l'homme, l'entrepreneur, le père de famille, l'être humain sur Terre finalement, qui a la soif d'apprendre et qui a la soif aussi de retransmettre, de contribuer. Mais je mettrai ta présentation détaillée, parce que je sais que ton temps est minuté. Et je te propose, sans trop de transition, d'aller directement au cœur de cette interview que du coup j'ai nommé dans la tête de Cédric. Est-ce que tu es OK sur le principe? Ouais, très sympa. Ouais. Alors, où je te mets complètement à l'aise, c'est que cette interview est enregistrée. Nous sommes à Annecy, pas très loin de ton domicile où tu vis actuellement. Pas très loin de chez toi non plus. Non plus, c'est pour ça que ça a rendu plus aisé, malgré la neige dehors sur les routes, de se voir en vrai. Et du coup, Cédric, je me suis dit, punaise, Cédric, c'est un homme avec un grand H. On le voit, on l'entend, on le lit, on a l'impression de le connaître tellement il a cette bonhomie, ce facteur sympathie. Mais finalement, je suis pas sûr que les gens, qu'ils suivent ou pas tes programmes, qu'ils te côtoient ou pas dans la vraie vie, te connaissent vraiment. Et je me suis dit, à ce moment clé, je sais, de ta croissance entrepreneuriale et ta croissance de vie, je me dis, c'est peut-être cool, et je te remercie de te prêter l'exercice, de te poser quelques questions plus intimistes. Avec grand plaisir. Cédric, une première question, je dirais, on parle souvent de recettes, d'ingrédients pour réussir. Ouais. Alors, je crois que j'ai envie de te dire, qu'on n'aime pas ou qu'on aime Cédric Laporte, 100% des gens savent que Cédric Laporte, c'est une grande réussite sur le terrain de jeu qui est l'immobilier. Si tu devais nous partager aujourd'hui 2, voire 3 ingrédients qui ont été contributifs à ta réussite et de qui tu es devenu aujourd'hui, ce seront lesquels? Alors c'est marrant parce que quand tu dis ça, effectivement, tu dis la réussite, mais la réussite, derrière la réussite, il se cache beaucoup d'échecs. Et souvent, en fait, tu es en réussite quand tu as une réussite de plus qu'un échec. Donc, ça serait déjà la première chose, de se relever systématiquement de ces échecs le plus rapidement possible et de ne pas perdre en enthousiasme. Et tu vois, ça rejoint le dicton d'un grand homme que je suis, que j'admire particulièrement, qui est Winston Churchill. Parce que réussir à diriger un peuple en temps de guerre, c'est encore autre chose. Mais ouais, il a cette phrase qui est la réussite, c'est de passer de échec en échec sans perdre en enthousiasme. Et j'adore cette phrase-là. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'on est tous confrontés à des difficultés. Plus tu avances, plus tu grandis dans le business, plus les difficultés sont grandes. Et donc, naturellement, plus il faut être armé par rapport à ça. Il faut s'armer, quel que soit son niveau, avec des échecs. Et c'est normal, il faut se confronter à la réalité de la vie. Et pour pouvoir progresser, il y a rien de mieux de toute façon. On n'apprend que dans l'échec. Donc ça, c'est le premier point. Tu m'as dit que tu en voulais combien 2 à 3, le premier ingrédient, il peut être contre-intuitif, mais je le ressavoure au travers de ton propos. C'est un des ingrédients de la réussite, c'est l'échec. C'est bien ça? Absolument. C'est se relever après l'échec et surtout garder en enthousiasme. Comment garder en enthousiasme? Cet échec qu'il ne doit pas effriter sa vision, son projet. C'est ce que l'on rêve, ce que l'on veut au plus profond. Donc, c'est très important d'avancer avec une vision très forte de ce que l'on veut. Ça me paraît essentiel. Donc, je mettrais ça en point important, avoir une vision forte. Tu vois, par exemple, quand j'ai démarré dans l'immobilier, j'en parlais tout à l'heure à l'assemblée qui était présente, pendant 2 années, j'ai gagné 500 € par mois. Donc, quand on veut réussir dans quelque chose, il faut penser long terme. Quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, les 6 premiers mois, il y avait que ma mère qui regardait ma chaîne. Incroyable. Et après, ça a explosé tout ça. J'ai attendu 2 années, 3 années avant de monétiser. Et derrière, ça a été un franc succès. Le premier mois, je faisais plus de 100 000 € de chiffre d'affaires sur le mois. Et voilà, il faut avoir une vision forte de là où on veut aller et
se tenir à ça en permanence, se tenir à ses rêves, s'accrocher à ses rêves. Donc en fait, le premier ingrédient, c'est apprivoiser l'échec, garder l'enthousiasme, se relever après chaque échec. Et la réussite, vraiment, c'est quand la réussite vient après un enchaînement d'échecs qu'on a apprivoisé, dont on s'en est servi pour apprendre, justement. Et deuxième ingrédient, ça peut être constant dans sa vision long terme, justement. Tu nous parlais tout à l'heure de rêver grand. Ça peut être ça, justement, garder son rêve en objectif et saucissonner les étapes et y aller avec constance, c'est ça? Oui, et se rappeler son rêve le plus souvent possible. Ce pourquoi on fait les choses qui donnent du sens. Tu vois, par exemple, moi, tous les matins, on l'a vu tout à l'heure dans mon agenda, j'ai ce moment de gratitude. Donc, ce moment de gratitude, alors je ne vais pas le faire là parce que j'ai le micro, sinon on ne va plus rien entendre, mais je pose ma main sur le cœur, je ferme les yeux et je remercie la vie de quelque chose qui m'arrive. Pour me souvenir, si tu veux, voilà, c'est mes enfants, par exemple. Mes enfants, le fait que mes enfants soient en bonne santé, le fait que je puisse offrir cette vie-là à mes enfants, et je sens monter ces frissons, tu vois, ces trucs-là. Et ça, je pense que les gens qui abandonnent, c'est qu'à un moment donné, ils se rattachent plus à ce qui fait sens pour eux dans leur vie. Quand tu te rattaches en permanence à ce qui fait sens pour toi, mais les montagnes, c'est un tas de sable. C'est rien du tout. C'est un petit tas de cailloux. Parce que tu as l'envie qui est beaucoup plus forte que la peur d'affronter les difficultés et les échecs. Je lève la main droite et je jure que je t'ai pas donné les questions en avance. Et sans le vouloir, comme quoi on est aligné sur pas mal de points, Cédric, tu ouvres la transition à la question suivante. Non. La question suivante, c'est quelle est la plus grande peur que tu as dû affronter dans ton parcours et plus largement dans ta vie d'être humain? Parce que tu es bien constitué de chair et d'os, hein, tu ressens des émotions. Si tu devais nous partager aujourd'hui, dans l'intimité de notre échange, la peur, grand L, grand A, de ta vie, c'est laquelle? Alors ça va te sembler mais complètement paradoxal, mais la plus grande peur que j'ai, c'est de parler en public. Tu vois, et comme quoi, il a fallu que je me confronte à ça. Le fait pour moi de me mettre derrière une caméra, enfin devant une caméra, ça a été, ça m'a retourné les tripes au début. Et à force de le faire, eh bien, ça a fonctionné, ça a marché. J'ai pu passer cette peur-là. Mais ouais, ça c'est vraiment ma plus grande peur. Et puis après, c'est la peur du vide. Donc forcément, je vais souvent me balader en montagne où je vais faire de l'acrobranche avec mes enfants pour passer cette peur-là et je vais monter de plus en plus haut. Mais pour moi, une peur, elle est faite pour être affrontée, elle est faite pour être éclatée, tout simplement. C'est derrière la peur que se cache la réussite, systématiquement. En fait, que ce soit la peur de parler en public, de parler face caméra, de la peur du vide, toi, tu te dis, OK, je crante mon mindset, donc je crante mon esprit sur aller challenger cette peur pour aller au-delà. C'est ça ton raisonnement? Ah, bien sûr. Ouais. Dès que j'ai une peur, quelque chose qui me bloque dans ma vie, je me dis, OK, est-ce que c'est derrière où se situe le cadeau? Là où je vais passer au niveau supérieur. Donc, j'analyse ça. Je me dis, OK, est-ce que vraiment, parce que ça sert à rien de sauter d'un pont il n'y a pas besoin de sauter d'un pont. Tu t'imagines bien, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Mais souvent, en fait, je l'ai remarqué très, très, très régulièrement. C'est derrière la peur que vraiment on passe à un niveau supérieur. Tu sais, se dire qu'on crante, on passe à un niveau supérieur. Et c'est souvent derrière une peur. C'est pas derrière quelque chose qui est confortable, qui est facile à faire finalement. La fameuse sortie de sa zone de confort pour élargir sa zone de confort. Exactement. Et être en zone d'apprentissage et rentrer dans la zone de croissance, justement, ou d'accomplissement. Absolument. Merci beaucoup, Cédric, pour ce rappel, en fait, qui semble peut-être simpliste ou banal quand on l'entend. Mais je mesure avec toi finalement la profondeur de sens de ce que tu veux bien me partager aujourd'hui. Tu as commencé à quel âge? Si on devait imaginer l'immobilier un terrain de jeu, le premier pied, en quelle année tu l'as mis sur le terrain de l'immobilier? Alors c'était en 2002. 2002, on est en 2000, bientôt 26 on va dire. Ouais, donc j'avais 20 ans. D'accord. Combien de fois entre 2002 et maintenant 2026, quelque chose près, on est là, ça fait 24 ans. Combien de fois en 24 années de parcours tu as pensé à abandonner? Une fois. Une fois, c'était à l'époque de la première crise des subprimes. Là, à ce moment-là, j'ai eu un moment de doute parce que j'ai eu une phase où j'ai changé d'agence et ce que j'y ai vu m'a pas plu du tout. Et donc ouais, à ce moment-là, j'ai eu un doute. Et bon, après, très vite, l'immobilier m'a rattrapé. J'ai fait quelque chose d'autre pendant quelques mois, qui a été très bénéfique d'ailleurs
Voilà, j'ai eu un petit changement à cette période-là. Et je suis revenu très rapidement à l'immobilier, à mes premiers amours. Très souvent, en fait, on pense que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est naturel, on va dire qu'on est dans une routine et on se dit qu'il y a peut-être mieux à voir ailleurs. Et donc à ce moment-là, j'ai été voir et puis finalement, je suis vite revenu à ce métier-là qui me passionne. C'est pour ça qu'après, l'étape suivante pour moi, c'était de partager. Je pense qu'on a tous un petit peu ça, l'immobilier. On a quelques années où on est dans la pratique sur le terrain et parfois on a envie d'aller sur autre chose. Ça peut être du développement, ça peut être de la formation, ça peut être de l'animation, tout ça. Mais toujours pour moi, ça reste dans l'immobilier parce que aujourd'hui, mes connaissances, ma preuve sociale, tout est dans l'immobilier. Donc je me vois difficilement faire autre chose et je suis tellement bien en fait dans ce monde-là, j'ai envie de le faire évoluer. Là, quand j'ai démarré d'ailleurs la formation, je pars un petit peu plus loin c'est plus sur la question, mais quand je suis parti vers la formation, pour moi c'était d'aider les mandataires, parce qu'il y avait ce métier-là qui se développait de plus en plus, à réussir dans l'immobilier. C'est puissant. Donc cette fois-là, elle a été décisive. Tu as dû aller au-delà peut-être de tes doutes. On parlait de peur tout à l'heure, où tu t'engages avec toi-même à aller au-delà de tes peurs. Oui. Là, tu t'es engagé avec toi-même peut-être consciemment, même inconsciemment, à aller au-delà de ton doute. Oui. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est puissant dans ce que tu viens de dire. On entend souvent, je le vois au quotidien, tout comme toi, j'accompagne à titre privé ou à titre collectif des agents immobiliers, conseillers immobiliers. Et souvent, on s'entend dire qu'ils râlent après leur écosystème globalement. L'herbe leur paraît plus verte ailleurs. Ah oui. Et un de nos messages, souvent, alors des fois, il y a une incompatibilité et c'est bien de savoir changer, mais la plupart du temps, c'est l'herbe, elle est plus verte où on l'arrose et où on en prend soin. Et du coup, à commencer par soi-même, justement. Cédric, tu vois, on est tous empreints de croyances. Il y a des croyances neutres, des croyances aidantes, des croyances limitantes. Absolument. Très souvent, ce qui cause le frein à la croissance ou qui tend à faire des sorties de route sont des croyances limitantes. Oui. Aujourd'hui, si tu veux bien, je sais que tu as fait beaucoup de travail sur toi, tu te fais accompagner justement, on en parlera tout à l'heure si tu veux bien. Une croyance limitante qui t'a habité pendant des années, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, voire plus, et que tu as réussi petit à petit ou à un moment donné avec un déclic à t'en libérer, ce serait quelle croyance et comment tu as fait pour arriver à t'en libérer et passer outre maintenant, après coup justement? Ouais. Alors une des croyances vraiment qui a été très limitante pour moi. Alors une croyance, il faut savoir que tu la supprimes pas, tu la remplaces. Donc, une croyance que j'ai dû remplacer, c'est la croyance qu'il y avait que moi qui était capable de faire telle ou telle action aussi bien que ça. Et ça, c'est un petit peu la croyance qu'on voit souvent chez les chefs d'entreprise, chez les directeurs d'agence qui ont du mal à déléguer, tout ça. Et même chez un conseiller immobilier, un mandataire immobilier qui a besoin de faire ses photos lui-même, il n'a pas envie de déléguer l'administratif parce qu'il pense qu'il va perdre plus de temps et tout ça, mais en fait, c'est purement une connerie parce qu'en réalité, il devrait déléguer tout ce sur quoi il apporte pas, il n'est pas dans sa zone de génie, il apporte pas une vraie valeur ajoutée. C'est ma conviction profonde. Bien évidemment, à partir du moment où tu arrives à certains business et tout ça, il faut déléguer. Donc pour moi, c'était ça la plus grande peur, c'était de déléguer. Comment est-ce que je l'ai explosé? Grâce à l'accompagnement avec un coach, figure-toi. Ça a été la période où je venais de racheter l'agence, je devais gérer l'équipe, j'étais la femme de ménage, j'étais le pompier, j'étais l'assistante, la secrétaire, tout ce que tu veux. Et à ce moment-là, je me dis, c'est pas possible, si je continue comme ça, je vais me planter. Cette agence que j'avais rachetée pour avoir plus de liberté et pouvoir vivre une vie formidable, en fait, ça devient ma prison, quoi. Donc, je me suis fait accompagner par un coach à ce moment-là. Et donc, j'ai compris. Et comme quoi, le coaching, c'est quand même incroyable parce que tu sais, tu as un monologue dans ta tête qui tourne comme ça. C'est ce qu'on appelle un disque qui tourne. Et il m'a rayé le disque, mais de manière très conne, hein, tu vois, en me disant, excuse-moi, je parle un peu crûment des fois, mais de manière très bête. Et il me dit, oui, évidemment, il n'y a que toi qui sais faire de toute façon. Les autres, ils sont nuls, ils sont incapables. Et ça te paraît tellement, en fait, quand on te le dit comme ça, tu te sens tellement bête, en fait, tu vois, que ça m'a aidé à rayer mon disque, clairement. Donc, on a mis en place un système avec une assistante externalisée à l'époque. C'est là où j'ai découvert les services des assistantes externalisées à Madagascar. Et j'ai délégué tout l'administratif et la liberté. 80% des tâches que je réalisais, en 6 mois, j'avais appris quelqu'un à 10 000 km à les faire à ma place. Donc, j'ai pu après me concentrer sur ma zone de génie. Donc, tu vois comme quoi un petit déclic, un petit changement dans ta vie
fait que tu passes d'un entrepreneur sous l'eau, débordé, qui n'en peut plus, voilà, qui est l'assistante de tout le monde, à un entrepreneur libre. Des choses simples, hein, évidentes. C'est vrai qu'il y a énormément de conseillers immobiliers mandataires indépendants qui quittent le monde du salariat, qui pensent, qui croient, du coup, qui vont se mettre à leur compte en mode solopreneur, que ça va être cool, on va mettre en relation des vendeurs, des acquéreurs avec un bien immobilier entre deux qui sert de témoin justement entre deux projets de vie. Et finalement, on se rend compte que il n'y a jamais eu autant, d'ailleurs c'est tabou, parce que ça se dévoile pas trop, mais on commence à l'assumer dans la pression. Il y a de plus en plus de burn-out chez les mandataires immobiliers, les conseillers immobiliers, parce que justement ils implosent ou ils explosent, on met le terme qu'on veut, les spécialistes en neurosciences sauront mettre le bon terme, parce que justement ils délèguent pas. Et toi, tu as eu justement cette prise de conscience grâce à un accompagnement. Il est là le mot-clé en fait. Un accompagnement, ouais. Cédric, tout le monde constate ta réussite. Tu as souvent dit été game changer dans l'industrie de l'immobilier. Ma question, c'est quel est le prix invisible, quel est le coût invisible de ta réussite finalement? Donc le coût invisible, c'est des choix, savoir dire non. C'est-à-dire être capable à un moment donné de dire non à aller boire un petit apéro, le fait de dire non à un mandat de vente qui ne correspond pas au prix, au marché, aux conditions que tu espères. C'est le fait de ne pas plaire. Tu vois, ça c'est très important. Je l'ai compris aussi, et là je l'apprends de plus en plus. Plus tu montes dans la partie management, et plus tu te rends compte que t'es pas là pour plaire aux gens, mais tu es là pour les aider à avancer. Ils te remercieront ou pas plus tard. Quand ils partiront, c'est pas grave, ça c'est pas le problème. Mais c'est effectivement le coût de ça, c'est de ne pas plaire. D'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Ah ouais, absolument. De dire non. Donc d'un côté, on va dire le prix invisible de ta réussite, c'est d'un côté, on va dire jambe droite, c'est collectionner les échecs et en tirer des leçons et faire les modifications, quitte à se faire accompagner justement pour avancer là-dessus. Et deuxième jambe, c'est de se dire, moi j'ai un projet, je suis constant dans ma vision. En cours de route, ça va déplaire à certaines et à certains. J'avance vers ma vision, vers mon rêve, vers mon objectif, quitte à ce que ça déplaise à certaines et certains. Exactement. Et c'est le message que je veux passer à tous les conseillers immobiliers, les mandataires. C'est que le plus ils vont réussir, le plus ils vont s'éloigner de peut-être leur cercle intime de personnes qui n'ont pas forcément une réussite aussi grande et qui vont confronter à cette réussite, vont finalement se retrouver face à leur peur. Donc, beaucoup de conseillers immobiliers, à un moment donné, ont peur de réussir. C'est assez dingue, hein. Mais nous, on le constate parce que tu le sais, on accompagne par l'intermédiaire de mes programmes des conseillers immobiliers et il faut réussir à déconstruire ça, le fait qu'ils puissent réussir et que c'est OK, c'est normal. Mais en France, il y avait une interview récemment de Moratoglou sur une chaîne télé, je ne sais plus quel est le nom, mais on s'en fiche, qui disait c'est marrant, mais en France, on n'aime pas les gens qui ont confiance en eux. Mais pour réussir, il faut avoir confiance en soi. En France, on n'aime pas les gens qui sont à l'aise, parce que ça fait prétentieux. Mais tout ça, en fait, c'est des ingrédients qui sont indispensables à la réussite. Si tu n'as pas confiance en toi, si tu prends pas un petit peu tes aises et tout ça, tu peux pas réussir, c'est pas possible. Donc, il faut absolument tendre vers ça, c'est indispensable. Et malheureusement, on aura toujours des gens qui seront pas alignés avec ça. On est en France. Tout ce qui est jalousie ou tout ce qui est haters, tout ce qui est critique, jugement, blâme de gens qui ne te connaissent pas, qui te voient de loin ou qui ont vu juste un bout de publicité sur leurs médias sociaux qu'ils consultent parce qu'ils y scrollent peut-être trop de temps dans leur propre vie. Comment tu gères ça? Alors, tous les jours, j'ai des insultes. J'ai même eu jusqu'à des menaces de mort, tu vois. Quelqu'un qui m'a envoyé un message et tout ça, mais vraiment très très virulent. Je me suis dit, c'est bon, c'est début de nuit, machin, le mec il devait être alcoolisé ou je sais pas, il devait y avoir quelque chose. Donc voilà, c'est passé parce que j'ai déposé une plainte et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, il y a tout le monde sur les réseaux sociaux. Il faut pas s'attacher à ces choses-là. C'est comme ça. Les gens vont vous aimer, les gens vont vous détester. J'ai encore eu des insultes là récemment parce qu'on a relancé des ads. Ça fait partie du jeu. Il faut accepter que quand on avance, on dérange. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où tu es dans l'action, tu fais des choses, ça gêne des gens qui, eux, font rien, sont dans leur canapé et n'avancent pas et ça les renvoie à leur médiocrité. Donc, on balaye ça, on avance, on n'en a rien à foutre de ces gens-là.
La seule chose qui doit compter, c'est nous, les personnes pour qui on fait ça, nos enfants, notre épouse, égaux, quoi. On avance, on se préoccupe pas du reste. Et je pense que ça va faire écho parmi ceux qui vont regarder les vidéos, qui sont dans l'immobilier, qui ont du mal justement à se projeter sur les réseaux sociaux, sur leur marché justement, Oui. prendre la parole en vidéo ou s'exposer en photo ou assumer un propos. Donc là, tu leur dis go finalement. Absolument. Oui, il faut être aligné avec ce qu'on est, ne pas être des conseillers immobiliers identiques les uns des autres, toujours avec les messages un petit peu lissés, tout ça. Il faut savoir être clivant, sans non plus rentrer dans des sujets qui sont trop touchy. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est trop light, c'est-à-dire quand on développe pas sa personnalité, on va toucher le ventre creux de gens qui ne passent jamais à l'action. Par contre, quand on a un discours qui est assumé, une personnalité qui est franche, authentique, eh bien, soit on va être détesté par certains et c'est OK, mais on va aussi être très apprécié par d'autres. Et des gens qui, eux, vont développer une grande confiance, un grand respect vis-à-vis de toi et qui vont avoir envie de travailler avec toi. Donc, il faut accepter ça de toute façon. Il ne faut pas rester dans le centre, il y a pas de business ici, il n'y a rien à faire. Il faut être soi-même, tu vois, c'est tout simple. Être soi-même et effectivement, on va attirer les polarités. Il y a des gens qui sera contre, des gens qui sera pour et c'est OK. Absolument. Et une question qui me vient à l'esprit, dans toutes les critiques que tu reçois, je ne parle pas des insultes de gens mais je parle des critiques. Il doit y avoir des critiques peut-être certaines inutiles, d'autres toxiques et certaines critiques utiles. Comment tu arrives, toi, je sais que tu es très attaché à la notion de feedback. Des fois, il y a du feedback formel. Ouais. On demande à quelqu'un qui avait pensé de mon apport, on a le retour. Mais tu dois avoir peut-être des éléments de feedback dans tout ce qui te parvient. Comment tu fais pour distinguer le rageux finalement le bienveillant qui dit tiens, Cédric, peut-être. Voilà, comment on distingue une critique à la con, toxique, inutile, et la bonne critique qui peut être justement nutritive pour toi, quoi. Oui, on les distingue assez facilement. Une critique rageuse, elle va tout de suite être très agressive et ne pas chercher une réponse. Quand tu as des gens en face qui te disent, voilà, ça peut arriver, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, même si aujourd'hui on a une note extraordinaire sur Google, sur Opinion System et que les retours de notre programme sont très bons, sont élogieux, mais il y a toujours des gens qu'on n'arrive pas à satisfaire parce que des gens qui sont pas coachables, il y a des gens qui passent pas à l'action et puis après il y a des gens avec qui ça n'a pas marché parce que pour une raison X, Y, on n'a pas bien fait les choses, c'est OK. Et là on doit se remettre en question absolument. Donc comment est-ce qu'on les détecte? C'est que les gens ils nous disent voilà, j'ai moins apprécié telle chose, j'aurais préféré que ça se passe comme ça, et derrière on envoie une réponse. Mais c'est vrai que même si on en a peu, c'est très important de répondre et d'avoir du feedback, ne pas s'estimer pour un agent mandataire, ne pas s'estimer en haut sur son piédestal, et se dire de toute façon je m'en fous, je fais 150 000 € à l'année, son avis je m'en fous. Non, il faut prendre vraiment en considération tous les avis. Il y a toujours une vérité qui se cache derrière un avis, alors pas bien évidemment des insultes, des choses comme ça on s'est compris. Mais il y a toujours un fond de vérité à minima. Donc il faut aller challenger ça et c'est aussi comme ça que je pense qu'on progresse. C'est en prenant des feedbacks, des choses parfois qui font pas plaisir. C'est essentiel. Ouais. Et justement, toi qui accompagne, qui coach des directeurs d'agence, des mandataires, que ce soit du débutant qui vient d'arriver sur le terrain de jeu, qui est la transaction immobilière, au performant, à l'ultra performant, au directeur, au team leader, selon toi, je te donne l'approche, je trouve qu'il n'y a pas assez de barrières à l'entrée pour rentrer sur le terrain de jeu. Quelques heures de formation fournies par le réseau et même c'est en train d'être légiféré dans ce sens-là. Pour toi, elle est où la vraie barrière à l'entrée pour réussir dans l'immobilier? C'est très compliqué à définir, hein, clairement. Je pense qu'il devrait y avoir une sorte d'examen d'entrée pour pouvoir faire ce métier-là. C'est quoi finalement en fait les compétences clés pour pouvoir faire ce métier? C'est ça en fait, hein, véritablement ce qui va être important. Les compétences clés, c'est une écoute active et absolue des besoins des clients, c'est être absolument honnête et impartial, ça va être d'aimer ce métier. C'est important aussi, tu vois, je parlais pas mal de passion pendant la formation qu'on a vue tout à l'heure, et alors ça, tu peux pas difficilement le quantifier, c'est pour ça que je disais que c'était très difficile, mais une personne qui aime pas les gens, qui aime pas ce métier-là, forcément, je vois pas comment cette personne peut réussir. Mais ouais, il manque des barrières à l'entrée. Je suis d'accord avec toi. Malheureusement, ça a un impact négatif quand on a des personnes qui se lancent dans ce métier-là, qui le font pas de la bonne manière. Comment réussir à filtrer ça?
Peut-être aussi de la responsabilité des réseaux, des agences immobilières, d'être vigilant sur le recrutement. D'être vigilant sur le recrutement, en plus d'avoir peut-être un filtre à un niveau plus élevé. Ah, c'est hyper intéressant. Une des douleurs qu'on entend souvent chez les conseillers, les conseillers immobiliers, c'est la gestion de la vie pro, le fameux agenda, le choix des priorités, où est-ce qu'on met son temps, son énergie, son attention, son focus, et la vie privée, avec conjoint, conjointe, époux, épouse, enfants, parfois des parents, enfin un cercle privé, familial, amical. Comment toi, justement, sur tes 24 années sur le terrain immobilier, en tant que conseiller, en tant que directeur, en tant qu'organisme de formation, en tant qu'investisseur, multi-entrepreneur, comment Cédric Laporte gère justement sa vie pro et sa vie privée aujourd'hui? Ou comment tu l'as fait au fur et à mesure de ta croissance, justement? Ouais. Alors, ça n'a pas été simple, hein. Ça a été un gros travail avec mon coach, hein, notamment, de pouvoir, alors j'allais dire trouver un équilibre. Mais en réalité, on est en déséquilibre permanent. C'est qu'il y a des moments où tu dois mettre plus le focus sur ta famille, des moments où tu dois mettre plus le focus pour le travail, parce que tu sais que c'est important à ce moment-là. Donc, c'est de savoir gérer le déséquilibre. Donc, effectivement, moi, j'ai plusieurs entreprises. Je suis prêt à perdre, à sacrifier quelque chose pour quelque chose de plus important. Par exemple, si vraiment demain, mon équilibre vie perso, on va dire, le temps que je passe avec mes enfants est trop empiété par rapport à ce que je souhaite. Comme tu le sais, j'ai un agenda qui est rigoureux, ça fait partie de mes grosses pierres, c'est ce que je mets en premier. Eh bien, je serais prêt à revendre une boîte. Tu vois, parce que je le fais plus au prix de ça. Parce que c'est pour ça justement que je travaille, que je fais des efforts. Donc, il faut avoir une organisation très structurée. On parlait également de la manière à laquelle on occupe son temps. C'est une notion que peu de gens finalement comprennent. Très souvent, quand on a une journée de 8 heures, eh bien, les gens vont occuper leur journée. Or, si on s'organise bien, on prépare bien, on structure bien ces journées en amont, eh bien, on est capable parfois, une tâche qui doit nous prendre 2 heures, de la faire en 1 heure. Parce que voilà, on sait qu'on n'a pas besoin de passer 2 heures dessus pour la faire. Donc ça, c'est essentiel selon moi. J'ai l'impression qu'avec tes méthodes, tu nous parles d'un système de valeurs intrinsèque à nous, en fait, finalement, à un moment donné. Si tu as tes opportunités, tu peux avoir des opportunités qui te sont présentées. Je sais que tu dis plus souvent non que oui, parce que justement, il faut faire des choix. Mais même si tu as dit oui hier, si ça empiète trop sur le temps que tu vis de manière synchrone avec tes enfants, tu es prêt à revendre une boîte, parce que en priorité, il y a les enfants, il y a l'entrepreneuriat, il y a plusieurs domaines de ta vie, tu composes au gré de tes priorités du moment. Absolument. Et s'il y a une priorité qui s'inverse, tu feras l'arbitrage et l'action qui va avec. Oui, tout à fait. Et une manière de peut-être de récupérer du temps, ça peut être la technologie. On est évidemment, on n'est plus à l'ère d'Internet, on est à l'ère de l'IA, des technologies. Je te sais beaucoup d'appétence avec les outils. Certains appelleront ça gadget. Toi, tu en fais des vrais outils d'optimisation, d'efficience, de productivité. Comment tu as abordé ça quand c'est venu? Parce que finalement, c'est venu en même temps que tout le monde. Hein, tu habites bien en France, même si tu voyages beaucoup, plus que la moyenne quand même. Tu es majoritairement de ton temps en France. En plus, tu habites dans une petite ville au bord du lac d'Annecy. Donc finalement, tu n'es pas non plus dans l'ultra-tech à la Défense ou à New York. Enfin voilà, ton environnement de vie est plutôt simple, traditionnel, nature. Et pour autant, moi je t'ai vu évoluer. Tu as pris le virage de la tech, notamment de l'IA, presque avant les autres. Alors comment tu as fait pour être en alerte, te les approprier aussi vite et les implémenter aussi rapidement et aussi efficacement dans ton quotidien? Ouais. Écoute, je pense que, comme toi Arnaud et comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai une curiosité naturelle. Donc ça, c'est le premier point. Donc le fait d'avoir une certaine curiosité fait que dès qu'il y a une vidéo YouTube qui tombe sur de l'IA, qui tombe sur des automatisations, je vais aller jeter un œil. Je vais aller voir si ça peut avoir un intérêt dans mon entreprise. Ensuite, après, la deuxième chose, c'est que j'ai énormément de temps. C'est-à-dire que j'ai effectivement des activités qui sont prenantes, mais par contre, si on y regarde bien, je travaille entre 20 et 35 heures par semaine. Donc ça va quand même pour quelqu'un qui gère plusieurs entreprises. Donc le temps, c'est quelque chose de... Tu vois, j'ai même un temps, alors je ne l'avais pas sur cette semaine-là pour l'agenda parce que j'ai dû la squeezer pour d'autres choses, mais j'ai chaque semaine même un temps pour penser. C'est-à-dire que j'ai 1 heure dans mon agenda où je me pose et je pense, tiens, il faudrait que je regarde un petit peu ce truc-là, qu'est-ce qui se passe, c'est un peu de la veille. Donc ça, c'est essentiel. Si on veut être en amont de tout ça, il faut aller checker ça. Et mon cher Arnaud, j'apprends l'anglais.
Et ça, c'est très important parce que très souvent, hein, malheureusement, j'ai envie de dire, cocorico, les nouveautés viennent voilà, d'outre-Atlantique. Et c'est bien de connaître un petit peu l'anglais, même si on a pas mal d'outils qui aujourd'hui transcrivent les paroles. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Donc, je suis pas mal d'entrepreneurs qui sont avancés aux États-Unis, ce qui me permet très rapidement, on va dire en amont, de voir ce qui s'y passe. C'est hyper puissant parce que d'un côté, on démarre notre échange, tu dis, ben voilà, moi je me nourris d'échecs. De l'autre côté, tu dis, bah moi je me fais accompagner, je me fais coacher et je suis OK avec ça et ça me va bien. C'est plutôt été bien nourrissant. En tout cas, on le voit avec toi aujourd'hui. Et de l'autre côté, tu dis, voilà, j'ai beau cumuler de la connaissance, c'est un puits sans fin. Je vais chercher toujours de nouvelles connaissances, notamment outre-Atlantique, quitte à accumuler la compétence linguistique, donc qui est l'anglais, pour être justement un peu avant-gardiste en France, quoi. Finalement, tu vas chercher en continu de la nouvelle connaissance ailleurs. Yes. Et ce que ne font pas toujours ou tout le temps, justement, les gens, au-delà de l'immobilier, c'est des fois, on attend que l'information vienne à nous. Toi, tu es proactif dans la quête de nouvelles infos. Oui, il faut, absolument. Je sais que tu as un impératif avec les enfants et je sais que ton temps vient d'un pas immunité. Je te propose, Cédric, si tu es d'accord, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux bien qu'on retienne de toi, quelqu'un qui regarde la vidéo jusqu'au bout? Je dis voilà, j'étais avec Cédric Laporte, quelqu'un que je suis, j'ai un moment un peu plus intimiste avec toi. Je te laisse le mot de la fin pour conclure la vidéo. Yes, alors je vais m'adresser directement à la caméra. C'est celle-là? Plutôt celle-là. Je pense que il faut nourrir en permanence sa soif d'apprendre, vu qu'on parlait de curiosité, ça c'est très important. Tout mettre en œuvre pour garder du temps pour soi, du temps pour les choses qui sont importantes pour nous. Donc, savoir c'est quoi ses priorités dans la vie et les maintenir, parce que très souvent, on rentre dans cette roue du hamster où voilà, on oublie ce pourquoi on fait les choses. Donc ça, c'est des éléments qui sont essentiels. Moi, c'est ça qui m'a aidé vraiment en être là où je suis aujourd'hui. Après, je suis pas non plus, je suis à un certain niveau, mais c'est effectivement c'est grâce à ces éléments-là que j'ai pu progresser assez rapidement et atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es encore accompagné, mais tu es aussi depuis plusieurs années accompagnant au travers de tes organismes de formation. Oui. Je veux bien que tu nous partages où est-ce qu'on peut trouver les informations, le nom des programmes, l'actualité peut-être que tu proposes. Je crois qu'il y a une nouveauté en destination des directeurs d'agence. Ça, c'est quelque chose que tu as mis en place dans un deuxième temps. Voilà. Où est-ce qu'on trouve les infos et comment est-ce qu'on peut se faire accompagner soit par toi ou ton organisme et tes équipes? Bien sûr. Ce que je te propose, Arnaud, si tu es OK, c'est qu'on mette dans la description de la vidéo. Alors, je sais pas où est-ce que tu vas mettre cette vidéo. Peut-être que c'est sur également une plateforme type Spotify, je sais pas. On peut mettre dans la description, peut-être le lien vers mon site internet. Donc, très simplement, nous, on accompagne les agents mandataires, les professionnels de l'immobilier à exploser leurs chiffres tout en s'épanouissant et sans s'oublier sur le chemin. Donc, très important. Et voilà, donc je propose de mettre un lien peut-être vers notre site internet. C'est une magnifique idée. En plus, je sais que ton actualité évolue vite, donc au moins quand ils cliqueront sur le lien à l'instant T, ils auront l'actualité la plus actuelle. Super. Merci infiniment, Cédric.